C'est la dernière, donc non pas table ronde, parce que là pour le coup on va être dans un échange plus direct, mais voilà, c'est la dernière étape d'une journée très riche. Merci encore déjà à tous ceux qui ont participé aux tables rondes, à vous qui êtes présents. Et donc bien là on va parler notamment de sécurité avec Pascal et Charles. Peut-être que vous pouvez vous présenter brièvement et puis on va démarrer tout de suite l'échange. Eh ben oui, brièvement, je suis Pascal Gauthier, je suis le CEO de Ledger. Charles Guillemet, CTO de Ledger. J'ai rejoint Ledger il y a 4 ans environ et j'ai créé ce qu'on appelle le Donjon. Peut-être vous avez entendu parler de cette équipe. Ouais. Bon, en fait, quand on pense à ce qui se passe, mais ça fait des années, mais là on a eu encore des exemples concrets de sécurité, parce que c'est vrai que quand on parle des cryptos, il y a évidemment la dimension de conservation et donc de protection de ces actifs. Je pense à Polynetwork, à Liquid, mais c'est vrai qu'il y a plein d'exemples finalement de hacks, et même plus largement, on voit des logiciels comme Pegasus qui permettent aujourd'hui d'aller très profondément dans tout ce qui est smartphone et d'aller chercher des données. Voilà, c'est votre spécialité. Comment vous percevez en fait l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui et j'allais dire quelle est votre approche justement de toute la dimension sécurité et conservation des actifs? Alors, je vais toujours répondre en premier. En fait, Charles et moi, on est on stage ensemble, parce que je vais vous donner la réponse du CEO, et puis Charles donnera la réponse un peu plus technique derrière pour ceux que ça intéresse. Merci d'être là, d'ailleurs, parce que c'est toujours un peu difficile. C'est le dernier meeting, 19h, donc merci d'être là pour nous écouter. Écoute, nous, il y a un truc que tu n'as pas cité cet été, c'est quand même l'affaire Apple, qui aussi va mettre un peu une backdoor dans ton téléphone pour regarder à peu près ce que tu fais. Bon, on pourra en parler aussi, mais c'est assez important. Et en fait, nous, on pense au départ que Bitcoin, c'était le premier actif numérique que tu peux posséder. Enfin, ça a été le premier actif numérique que tu pouvais posséder, mais ça, c'est le début d'une lente évolution, ce qui s'appelle le Web 3. Donc le Web 2, c'était le web d'échange d'informations, et le Web 3, c'est le web de l'échange de valeurs. Et ça, c'est en train d'arriver. En fait, on ne s'en rend pas trop compte aujourd'hui. Enfin, alors, dans cette salle, peut-être on s'en rend plus compte que dans d'autres salles où on est moins crypto-friendly, mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir posséder de plus en plus de choses en ligne. Et puis en plus, on se rend compte de toutes les manières que les cyberattaques, le cybercrime, c'est quelque chose qui ne diminue pas d'année en année, ou c'est quelque chose qui a plutôt tendance à accélérer. Donc nous, sur ces deux constatations, c'est-à-dire il y a de plus en plus de choses qui sont uniques et qui nous sont chères en ligne, et en plus, tu as le cybercrime qui monte, en fait, tu as besoin de nouvelles barrières de sécurité. Et quand on a fait Ledger au départ, ce n'est pas moi qui ai inventé cette technologie, bien évidemment, déjà on s'est appuyé sur une technologie qui existe depuis longtemps, une technologie de hardware sécurisé, notamment la technologie de la carte à puce, qui sont des technologies françaises, et qui ont toujours protégé les secrets. Et donc là, c'est pour protéger maintenant nos secrets et les secrets en ligne. Donc sur ces deux constatations, on est en train de construire Ledger. Alors le use case de départ, c'est le Bitcoin, bien évidemment, et puis ensuite toutes les autres crypto-monnaies. Mais dans le futur, en fait, c'est beaucoup plus étendu que ça. Et je dis la dernière chose avant de passer la main à Charles pour qu'il explique un peu mieux, mais tout ce dont tu viens de parler montre que tu ne peux rien mettre de valeur sur ton téléphone aujourd'hui. En fait, la logique, c'est que si par ailleurs vous avez un software wallet sur votre téléphone avec beaucoup de valeur dessus, on peut vous le dire, enfin je vous le dis, c'est une erreur. Et maintenant, Charles va vous expliquer pourquoi. Une très bonne transition. Ouais, effectivement, la technologie blockchain et Bitcoin, c'est une technologie qui est super intéressante et qui permet vraiment de posséder des assets. Mais vraiment, on n'a pas besoin de demander l'autorisation à personne pour les dépenser. Et posséder vraiment des assets, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Il y a de la cryptographie, il y a de la technologie là-dedans, mais ça veut dire posséder des clés et être capable de les utiliser pour signer des transactions. Et du coup, en fait, ça repousse l'enjeu de sécurité au endpoint, à l'utilisateur final. Et du coup, en fait, ça lui donne une responsabilité assez grande au final. Perdre ses clés, ça veut dire perdre ses fonds. Se faire voler ses clés, ça veut dire aussi perdre ses fonds. Et effectivement, mettre des clés dans un téléphone, c'est pas forcément une bonne idée, notamment parce que ces téléphones, ils n'ont jamais été designés pour la sécurité. Tu parlais de Pegasus tout à l'heure. Bon, moi, je travaille dans le milieu de la sécurité depuis toujours, et puis c'est quelque chose qui m'intéresse même avant que je travaille. Le marché de la vulnérabilité, c'est un marché qui grandit de plus en plus en termes de valeur,
Mais depuis que les téléphones existent, et même avant, il y a toujours eu des vulnérabilités qui permettent à un attaquant de prendre le contrôle du téléphone à distance. Pegasus, ce que ça montre, c'est qu'il y a des entreprises privées qui ont complètement industrialisé cette pratique et qui vont être capables de vendre à des nations, à des États-nations, ces outils. Et ces outils, en pratique, Pegasus, qu'est-ce que c'est? C'est un outil dans lequel on va donner le numéro de téléphone de sa cible et on clique sur un bouton et on a un accès complet au téléphone. Un accès complet au téléphone, ça veut dire qu'on peut dumper tout ce qu'il y a dedans. Ça veut dire qu'on peut allumer le micro et écouter ce qui se passe. Ça veut dire qu'on peut faire exécuter ce qu'on veut sur ce téléphone. En pratique, bon, là, c'est des États-nations qui s'en servent pour espionner des citoyens. Bon, on peut en penser ce qu'on veut, c'est pas super. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que ces vulnérabilités, on peut les utiliser pour plein de choses. Et moi, j'ai vraiment peur du moment où il va y avoir des organisations criminelles qui vont commencer à utiliser ces vulnérabilités pour vider l'ensemble des wallets software qui existent sur le marché. Aujourd'hui, ça n'arrive pas encore vraiment à l'échelle. Je pense que c'est pour différentes raisons. La première, c'est que déjà, ça arrive de manière targetée. Ils choisissent leur cible et ils vont vider leur wallet. Et il y a une question de coût-opportunité. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire du phishing, d'envoyer un mail et un scénario un petit peu alambiqué à l'utilisateur pour lui demander de donner ses 24 mots, que d'utiliser ce genre de vulnérabilité. Et aussi parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de fonds sur ce genre de software. Mais au fur et à mesure que la quantité de fonds va augmenter, on peut être sûr que ce genre d'attaque va être utilisé à l'échelle. Pour donner une idée, donc le marché de la vulnérabilité, c'est un marché qui a beaucoup grandi en valeur, notamment parce que les États-nations ils font des enchères sur acheter des vulnérabilités. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, les vulnérabilités, elles s'achetaient $100 sur le marché noir. C'était le prix. Aujourd'hui, un rootkit complet sur iOS ou sur Android, ça coûte plutôt 1 million. C'est beaucoup plus cher. Mais pourquoi? Parce que justement les enjeux sont plus grands et parce que les États se battent pour récupérer ces vulnérabilités, ces 0D, et pour éviter que leurs ennemis, disons, mettent la main dessus. Voilà, donc c'est un petit peu deux mondes qui se rencontrent et je pense qu'on est un peu à la croisée des chemins et moi je crains vraiment ce moment où les software wallets commencent à augmenter en valeur et deviennent des targets vraiment importantes et intéressantes pour des organisations criminelles. Aujourd'hui, on a une idée juste de la répartition entre justement tout ce qui est stocké dans l'équivalent des ledgers et ce qui va se balader sur les exchanges ou qui vont se retrouver dans des softwares. À l'échelle mondiale, on a une petite idée? On a des vagues idées, c'est pas évident de savoir. Nous, on estime que sur de la technologie Ledger, il y a à peu près 15% de l'ensemble des crypto-monnaies qui sont protégées. Et puis pour le reste, on ne sait pas trop. Et puis en plus, ça dépend un peu de comment tu comptes, où tu as mis les fonds, sur quel type d'adresse. Bon, donc c'est assez difficile à estimer, mais c'est pas impossible que tu aies plus de 50% de la valeur ou près de 50% de la valeur qui soit sur du non-custodial, donc sur des wallets sur lesquels les gens possèdent leur clé privée, et que sur ces 50%, on ait à peu près peut-être un peu moins de la moitié qui soit sur des hardware wallets et l'autre qui soit sur des software wallets. Donc ça commence à faire des montants, mais pour mettre en perspective aujourd'hui, sur une attaque, le marché c'est 2000 milliards, ce qui reste un cinquième de l'or, ce qui reste 0,5 1% peut-être du cash, c'est pas ou 2% du cash, c'est pas encore des marchés qui sont colossaux en termes de valeur, mais si ces nouveaux rails de transmission de valeur remplissent leurs promesses, on risque d'avoir des dizaines de milliards, et donc plus en fait la valeur monte, plus les attaquants peuvent se permettre de payer cher pour faire des attaques. Bon, là c'est un peu doomsday, et ensuite plus personne va vouloir aller boire un verre, mais on a un peu de temps que ça arrive, et puis on travaille dur pour que ça n'arrive pas et que vous soyez quand même protégés. Et alors justement, tout à l'heure, Gilles, dans sa présentation, parlait de l'invulnérabilité de Bitcoin. Qu'est-ce qui rend potentiellement invulnérable un hardware wallet? Je veux dire, quels sont les points essentiels sur lesquels finalement vous devez bosser? Peut-être déjà juste sur l'invulnérabilité de Bitcoin, le scénario dont on parle où on imagine un attaquant qui viderait tous les software wallets,
Je pense qu'en fait, ça, c'est un scénario qui rend Bitcoin vulnérable, en fait. Si jamais un attaquant est capable d'extraire, je sais pas, 20% ou une quantité importante de fonds de Bitcoin, je pense que c'est un problème systémique pour Bitcoin. Pour revenir sur les hardware wallets, globalement, les hardware wallets, c'est des objets qui sont vraiment simples et ils remplissent une seule mission. Et du coup, ça permet d'avoir un problème de sécurité plus simple à résoudre. En plus de ça, ils sont offline, ils ne discutent pas directement avec Internet, et il n'y a qu'une seule chose qui se passe dans ces hardware wallets, c'est la logique de wallet. Il n'y a pas un software qui n'a rien à voir, qui tourne à côté, qui va essayer d'espionner. On n'est pas du tout dans des scénarios comme ça, comme sur un téléphone ou comme sur un ordinateur. Et en plus de ça, donc, ce qui est important au-delà de ça, c'est l'écran qui permet de vérifier ce qu'on est en train de faire sur le hardware wallet. Sinon, si on n'a pas d'écran qui permet de vérifier ce qu'on fait et qu'on le branche et qu'on est en train d'accepter une transaction, en fait, on va signer une transaction qui n'a rien à voir avec celle qu'on voulait faire. Donc, c'est pour ça que l'écran est très important. Et ça, peut-être pour expliquer le coup de l'écran, parce que moi, j'ai mis du temps à le comprendre, mais en fait, sur vos téléphones et vos ordinateurs, les écrans ne sont pas sécurisés. Donc, ce que vous voyez, ce n'est pas forcément la réalité. Alors, pour regarder des photos de chats, ça, c'est pas très grave, parce qu'il n'y a personne qui va aller changer la photo de chat que vous regardez. Mais par contre, quand vous regardez une adresse pour une transaction Bitcoin, là, l'attaquant, il a un grand intérêt à changer l'adresse que vous regardez au moment où vous la regardez pour vous tromper et vous faire envoyer les fonds au mauvais endroit. Et donc, c'est une attaque, ça, qui s'appelle Man in the Middle. Enfin, bon, c'est une attaque qui est assez connue, où on change ce que vous voyez sur votre téléphone et votre ordinateur pour vous faire envoyer les fonds au mauvais endroit. L'invention du hardware wallet, c'est l'écran sécurisé, ce qui fait que quand vous devez signer une transaction, vous devez toujours vérifier que la bonne adresse, c'est celle qu'il y a sur votre hardware wallet, parce que là, l'écran est sécurisé, et vérifier que c'est bien la même que vous voyez sur votre écran d'ordinateur. Si ce n'est pas les mêmes, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une attaque et il ne faut pas faire la transaction. Et donc ça a été une invention du hardware wallet. Enfin, au-delà du fait de sécuriser les clés privées, il y a aussi l'invention de l'écran sécurisé. Et ça paraît rien comme ça, mais en fait, ça n'existait pas avant les hardware wallets, ou alors dans des situations de laboratoire, quoi. Exactement. Et effectivement, c'est un élément vraiment très important dans la sécurisation. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on répète souvent à nos clients. Parce que quand on fait une transaction Bitcoin, par exemple, cette transaction, elle est fabriquée par le software wallet qui est online, du coup. Et ensuite, elle est envoyée au hardware wallet. Et là, le hardware wallet va afficher sur l'écran je suis en train d'envoyer 0.1 Bitcoin à telle adresse. Et du coup, en fait, le seul endroit qu'on peut truster, c'est ça. Parce que si le software il est backdooré, où il y a un malware, etc., il va pouvoir changer l'adresse. Et si on ne vérifie pas sur l'écran à la fin, effectivement, on va pouvoir signer une adresse, signer une transaction vers une adresse qui n'est pas celle qu'on voulait initialement. Donc effectivement, le hardware wallet, il y a un côté enclave de sécurité. On met les clés dans un endroit sécurisé qui est en dehors d'Internet, etc. Et en plus de ça, il y a le Trusted Display qui permet de s'assurer au moment où on utilise ces clés privées pour à la fois recevoir des fonds et à la fois les envoyer. Parce que aussi, quand on reçoit des fonds, si on ne fait que confiance à son software wallet, peut-être que son software wallet il va swapper son adresse de réception par celui de l'attaquant. Et quand on va la partager, on ne va jamais recevoir les fonds de celui qui veut nous les envoyer. Donc à la fois l'adresse de réception et à la fois quand on envoie des fonds, de bien vérifier toutes les informations qui sont dessus. Alors, sur un plan tout autre, Ledger est depuis peu une licorne. C'est la première licorne française dans l'écosystème crypto. Au-delà justement du montant, parce que finalement, avoir une valorisation supérieure à 1 milliard, c'est très bien et tant mieux pour vous, mais qu'est-ce que ça traduit finalement de la dynamique du secteur? Et puis surtout, qu'est-ce que cela vous permet de faire quand vous levez autant de fonds en termes de développement? Est-ce qu'il y a des nouveaux produits, des pistes que vous explorez? Oui, sur la dynamique du secteur. Alors, Ledger, c'était la première, mais ce n'est pas la plus grosse, parce que Sorare ensuite a fait une plus grosse avec encore une meilleure valorisation en beaucoup moins de temps. Donc, c'est pour l'instant... pas encore officiel. Ah, c'est pas officiel? Je ne sais pas, ils l'ont tellement leaké que voilà, c'est officiel. Bon, maintenant, c'est fait, quoi. Mais non, moi, je ne comprends pas comment c'est pas officiel. Mais bon, bref. Non, mais parce que c'est dans Bloomberg, etc. Enfin, bon, ils l'ont dit, on connaît les montants. Et donc voilà, donc la plus grosse licorne française en crypto, c'est Sorare. Et, je ne sais pas s'ils sont là d'ailleurs, mais c'est bien en fait parce que quand on essaye de créer une grande entreprise, de toute façon, il y a une compétition mondiale. Et alors notamment sur le Bitcoin, c'est plus mondial que mondial, puisque
le Bitcoin français n'existe pas, de la même manière que le Bitcoin américain n'existe pas. Enfin, le Bitcoin est le Bitcoin. Et donc, du coup, nous, ça nous a permis d'avoir des clients dans plus de 200 pays sur la planète, mais ça veut dire aussi qu'on a des concurrents dans plus de 200 pays sur la planète. Et donc, le fait de lever de l'argent, c'est une arme pour pouvoir investir, pour pouvoir croître très vite. Et Ledger, on est content de faire partie des top 10 levées mondiales en crypto dernièrement, parce que en fait, c'est un jeu qui est mondial. Donc nous, on ne pense pas tellement à la France, dans le sens où la France, c'est un marché pour nous, mais c'est quelques pourcents de notre chiffre d'affaires, et on pense plutôt à la France dans le monde et à l'ensemble de nos clients dans le monde et à notre concurrence qui est mondiale. Donc c'est ça que ça veut dire. Et en fait, lever de l'argent, on en a discuté la dernière fois, mais lever de l'argent en crypto, c'est toujours intéressant. C'est-à-dire qu'en crypto, vraiment, on ne prête qu'aux riches. Enfin, quand on dit qu'on ne prête qu'aux riches, là, ça s'applique vraiment en crypto, parce que les boîtes crypto, ce sont des boîtes, les entreprises qui font de la crypto, ce sont des entreprises qui ont toujours dû prouver leur business model et le fait que leur business model soit rentable. Parce que comme ça fait peur à beaucoup de monde, alors en 2021, ça sonne peut-être faux ce que je suis en train de dire, mais quand on se replace en 2014, en 2015, enfin il y a eu pas mal d'années où on avait vraiment l'impression d'être des extraterrestres, et donc du coup ça a forcé les entreprises crypto comme Ledger, mais pas que. Si on regarde les résultats de Coinbase ou de FTX, ils sont vraiment impressionnants dans le sens où c'est vraiment les entreprises qui sont des cash machines, elles font beaucoup de cash, c'est très positif. Et donc c'est ça que les entreprises comme Ledger et autres, on a été obligés de faire. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui Ledger a une activité très rentable, ce qui rend plus facile, enfin d'ailleurs qui est la condition sine qua non pour pouvoir lever beaucoup d'argent. Et donc la combinaison d'être très rentable et en plus de lever beaucoup d'argent, ça permet d'investir dans beaucoup de choses, et ça tombe bien parce que on est sur une accélération exponentielle de notre secteur. On en parlait avec Charles tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a plutôt plus de choses à faire que pas assez. On a envie de faire beaucoup de paris, mais pas trop, parce que l'exécution, c'est l'art aussi de choisir. Et on a plusieurs zones d'innovation, mais notamment, et puis peut-être on est là pour faire des annonces aussi, donc il y a des innovations à tous les niveaux. En fait, il y a des innovations au niveau du hardware, il y a des innovations au niveau de l'operating system. Je ne sais pas si les annonces, c'est de l'OS ou pas, mais bon, bref. Et des innovations au niveau du software, parce qu'en fait, on a 3 couches. On est comme votre iPhone. Vous avez la couche hardware, la couche operating system et la couche software. On peut parler, peut-être, je laisse la parole à Charles, de 2 types d'innovations, et peut-être faire l'annonce là tout de suite. Hein. Oui, carrément. Innovation hardware, et puis peut-être l'annonce sur le software. Vas-y. Ah, c'est moi. Je laisse la main. Ok. Alors les innovations qu'on apporte sur Bitcoin en particulier, du coup c'est le bon endroit pour en parler. Donc la première c'est une fonctionnalité sur l'application Bitcoin qui est demandée par l'écosystème depuis longtemps. On était un petit peu, je dirais, réticent à l'implémenter parce que c'est plutôt pour les power users, je dirais. Et quand même, dans notre écosystème, on a quelques power users, mais on a quand même beaucoup de gens qui découvrent la crypto, etc. Et donc, cette première innovation, c'est le support de multisig de manière sécurisée sur NanoS et NanoX, qui est une super nouvelle. L'année dernière, on avait annoncé Coin Control et Full Node. Full Node, ouais. Et j'avais eu plus d'applaudissements que ça, là. Voilà, merci. Alors d'ailleurs, c'est une petite habitude qu'on prend, et je ne sais pas où est Jonathan, mais merci pour son invitation et la super organisation, et là aussi un succès exponentiel de Surfing Bitcoin. Mais du coup, de manière informelle, au début on se l'était dit, puis maintenant ça devient formalisé, c'est qu'on fera des annonces Bitcoin à chaque année à Surfing Bitcoin. Donc l'année dernière, c'était Coin Control et Full Node. Cette année, c'est donc multisig, et voilà. Et donc la seconde, c'est une innovation qui va avec le protocole Bitcoin. On en a déjà pas mal parlé déjà aujourd'hui. C'est que, comme vous le savez, donc Taproot va être activé en novembre dans le bloc 709 682. Je suis pas sûr du nombre. Et on prévoit d'être prêt pour le support de Taproot pour ce bloc-là aussi. Donc on sera capable de faire du paiement vers Taproot, recevoir vers Taproot et aussi depuis Taproot. Ça sera les trois choses qu'on va faire.
Moi, j'aime spécifiquement l'innovation Taproot, notamment pour le nouveau système de signature, qui est la signature de Schnorr. Les signatures de Schnorr, je vais parler un petit peu de cryptographie, ça va pas durer très longtemps. Si ça vous passionne pas, vous pouvez fermer les yeux 5 minutes. La signature de Schnorr, c'est un truc qui a été inventé, je crois, en 1975, quelque chose comme ça, par donc Claude Schnorr, qui est en fait la bonne manière de signer des transactions, de signer quoi que ce soit, des messages sur les courbes elliptiques. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, il travaillait chez Certicom, et Certicom, ils ont eu la bonne idée de déposer un brevet dessus. Et ça a complètement annihilé toute innovation. Donc, personne n'a utilisé les signatures de Schnorr pendant 20 ans, quelque chose comme ça, à cause de ces brevets. Mais moi, je suis vraiment pas fan de brevets. Je déteste, surtout quand ils sont utilisés de cette telle manière que ça limite l'innovation. Et pour la petite histoire, en fait, le brevet de Certicom, il est tombé en 2008, en février 2008. Et donc Satoshi Nakamoto, à l'époque, il aurait pu choisir les signatures de Schnorr au lieu des signatures de ECDSA, parce que donc c'est ECDSA qui l'a choisi à ce moment-là. À quelques mois après, c'était possible. Bon, au final, il a choisi ECDSA et 10 ans plus tard, un peu plus de 10 ans plus tard, on va migrer vers les signatures de Schnorr, parce qu'elles sont meilleures pour plein de raisons cryptographiques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Mais là, c'est un petit peu un exemple dans lequel les brevets nuisent à l'innovation et ça va vraiment, je trouve que ça va à l'encontre de l'ouverture de l'écosystème, de l'open source, du partage de connaissances que représente Bitcoin. Donc, je trouve, je voulais noter ce fait particulier. Et si vous arrivez à répéter ce fun fact à votre prochain dîner en ville, on vous offre un Ledger Nano X. Voilà. Et je veux une vidéo comme preuve. Nous, on a une vidéo de la promesse. Donc, voilà. Oh là là, vous êtes combien dans la salle là ? Ça ne s'applique qu'aux gens qui sont dans cette salle. Voilà. Non, juste avant de laisser 5 minutes de questions au public, peut-être justement sur vos annonces. Là, globalement, sur les 12 prochains mois, pour vous, l'objectif, c'est quoi globalement d'un point de vue, j'allais dire, industriel et peut-être stratégique pour Ledger ? En fait, c'est de faire la même chose mieux. Donc, en fait, Ledger, on était, il y a un an, je pense, le use case de Ledger, c'était un device pour stocker tes bitcoins. Donc, tu pouvais mettre tes bitcoins dessus, ensuite tu mettais ton Ledger quelque part chez toi, et puis c'était à peu près tout. Et donc ça, c'était la promesse de la sécurité. Et en fait, on a fait beaucoup évoluer la plateforme, et notamment Ledger Live. On a ouvert tout ça pour amener de plus en plus de fonctionnalités dans l'utilisation des coins. Et donc les deux promesses de Ledger, notre mission, c'est la sécurité et la facilité d'utilisation. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte assez naturellement que les utilisateurs voulaient la sécurité, donc mettaient leurs coins sur un Ledger, et puis dès qu'il fallait faire quelque chose avec les coins, il fallait sortir de Ledger, aller sur un exchange pour faire du trading, aller sur une plateforme de DeFi pour faire de la DeFi, etc. Et donc tu passais ton temps à envoyer les coins à droite, à gauche, etc. Et le problème, c'est que dès que tu fais ce mouvement, tu prends toujours un risque, tu as toujours le risque de mettre la mauvaise adresse, c'est toujours un petit peu... et d'ailleurs, je l'ai fait plus pour moi que pour n'importe qui d'autre parce que j'avais toujours peur de faire ce type de manipulation et je me suis dit, si ça m'arrive à moi, ça doit arriver à peu près à tout le monde. Donc, on est en train de développer vraiment Ledger Live pour qu'il y ait de plus en plus de fonctionnalités. Pour ceux qui ont suivi ou pas, on a rajouté beaucoup de fonctions DeFi dans Ledger Live. Aujourd'hui, tu peux, depuis Ledger Live, faire tes swaps en utilisant Paraswap, en utilisant Changelly. Alors, Paraswap pour la DeFi, Changelly plus pour la CeFi, mais toujours dans l'idée de swapper. Tu peux acheter du Bitcoin, tu peux faire ton staking. On vient de lancer Lido, qui est une super solution pour pouvoir faire du staking d'Ethereum avant que Ethereum 2 soit complètement disponible. Et donc, tu peux donc faire du trading et faire du yield maintenant directement grâce à ton Ledger. Donc, c'est plus simplement une solution de stockage. Voilà. Et donc, on va vraiment appuyer sur l'ensemble de ces éléments pour que vraiment dans 12 mois, ton expérience Ledger Live, ça soit aussi bien qu'une expérience de finance centralisée, on va dire, en termes de user experience et de fonctionnalité, mais avec toujours la promesse d'avoir tes clés privées et que ce soit finalement toi qui sois en contrôle de tes fonds. Donc ça, c'est ce à quoi on travaille. Et pour cela,
On travaille aussi beaucoup sur le futur du hardware, parce qu'on dit tout un tas de choses sur le hardware, mais on se rend bien compte qu'avec l'évolution des protocoles, avec Lightning, avec tout un tas de choses qui sont en train de se passer, le hardware lui aussi doit évoluer, parce que le futur n'est pas que votre téléphone devienne votre device préféré pour gérer vos cryptos. Le futur est que le hardware de Ledger évolue pour être votre device préféré pour gérer vos cryptos, mais pas que. Et pour savoir quoi d'autre, il suffit de tous mettre la main dans votre poche, parce que je suis sûr que vous en avez tous encore un, c'est sortir votre portefeuille, vous regardez ce qu'il y a dans votre portefeuille, et c'est à peu près ce qu'il y aura dans votre Ledger dans quelques années, tout tokenisé et tout dont la sécurité et la facilité d'utilisation sera gérée par Ledger. Ok, non, bah, merci infiniment. On va prendre donc quelques questions dans la salle. Et effectivement, en fait, c'est pas plus mal. Ouais, hop. Vous avez des micros? Les micros vont passer ou pas? Non, mais attendez, c'est pas grave. Je vais me déplacer. Excusez-moi, on peut juste baisser un tout petit peu la lumière qui nous vient dessus, parce que je sais que tout le monde... Ouais, super, merci beaucoup. C'est top. Vas-y. Merci. 2019 les full nodes, 2020 les full nodes, 2021 le secure multisig et les taproot, 2021 les PSBT et miniscript. J'ai pas dit Miniscript, mais effectivement, on va pas s'engager pour de supporter Miniscript le jour de l'activation Taproot, mais c'est sur la roadmap d'après. Je vais pas m'engager sur aucune date, sinon je connais quelqu'un qui s'appelle Salvatore qui va m'en vouloir. Mais en tout cas, oui, c'est sur la suite, dans la suite des choses. Mais tu sais, pour répondre de manière un peu plus large à la question, en fait, nous on pense que, enfin on pense, je ne sais pas si c'est très intelligent de penser ça, mais les protocoles en fait sont en évolution constante. Et aujourd'hui, on est quand même au début d'une grande aventure technologique. On n'est clairement pas à la fin. Et toutes les évolutions dont on est en train de parler, les taproot et consorts, en fait, c'est des évolutions protocolaires qui sont importantes pour ensuite le développement des applicatifs qui viennent par-dessus. Donc, de toute façon, dans l'ADN de Ledger, il est prévu que sur, bien évidemment, tous les coins majeurs, mais en règle générale pour l'ensemble des coins, parce qu'on se veut être une plateforme agnostique, on suive l'ensemble des évolutions protocolaires des coins, et ensuite, on le fait plus ou moins vite en fonction de nos capacités de développement, d'une part, et aussi en fonction de à quel point la feature est attendue et où sera utilisée. Parce qu'il y a deux choses, il y a un mode ingénieur, on va dire, il y a un mode expérimental, et ensuite il y a le mode business to consumer. Donc, au départ, Ledger, c'était une boîte qui s'appelait B2G, c'est Business to Geeks, parce qu'en fait, il y a quelques années, il y avait que les geeks qui étaient dans ce monde-là. On va dans un monde de consommateurs, il y a certaines fonctionnalités qui sont incompréhensibles pour le consommateur de base, donc ils verront le jour que en fonction expérimentale. Et une fois que ça devient une fonctionnalité mainstream, ensuite ça bascule sur le service général et business to consumer. Donc voilà, c'est la façon dont on réfléchit au problème. Ouais, par exemple, pour compléter ce que tu viens de dire, donc moi je suis assez content qu'on ait un support de full node sur Ledger Live. Mais par exemple, je suis un petit peu déçu du nombre d'utilisateurs qui utilisent cette fonctionnalité. On n'a pas de stat de qui utilise les nodes parce que c'est pas possible. Mais par contre, on sait combien de fois a été téléchargé le produit sur GitHub et c'est pas très grand. Voilà. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte à la fin. Qui l'utilise? Est-ce que ça remplit un service? Si on s'adresse seulement à quelques personnes, ils peuvent développer aussi dans notre écosystème. C'est possible. On est ouvert et on encourage la communauté à développer. On va prendre une autre question ici. Oui, alors je pense que vous avez déjà répondu partiellement à la question. Est-ce que vous avez, dans l'expérience utilisateur, vous l'avez déjà fait avec la BSC, mais est-ce que vous pensez prendre l'implémentation de d'autres réseaux? Donc il y a la BSC actuellement, mais est-ce que, par exemple, Polygon, XDAI, etc., vous pensez à l'intégrer à Ledger? Ouais, en fait, Ledger, tu as deux niveaux d'intégration. Tu as le niveau hardware et ensuite tu as le niveau Ledger Live. Et parfois, il y a des protocoles qui sont intégrés au niveau du hardware et qui te permettent d'utiliser le hardware avec un service software qui n'est pas Ledger Live. Par exemple, Solana aujourd'hui n'est pas supporté par Ledger Live. Par contre, tu peux connecter ton nano à un wallet Solana qui s'appelle je ne sais plus comment d'ailleurs. Mais bon, qui marche, et ça marche très bien. Mais Solana n'est pas encore intégré dans Ledger Live et donc l'utilisation
très facile et avec tout dans la même interface, on ne la propose pas encore aujourd'hui pour Solana. Ce qui est un vrai problème pour moi, parce que j'ai les Solana et j'aimerais bien les avoir dans Ledger Live. Donc je tâte mes équipes tous les jours pour qu'on fasse ce support-là le plus rapidement possible, parce que, encore une fois, je développe mon produit pour moi avant tout. Mais la réponse, c'est oui. Et encore une fois, c'est toujours avec deux crans. Tu as le cran expérimental et où tu peux te connecter à des wallets tiers, parce qu'on veut toujours que la plateforme est toujours ouverte, en fait. Tu peux faire ça. Et ensuite, il y a le cran, c'est intégré dans Ledger Live. Et là, c'est un peu différent, notamment sur l'aspect risque et l'aspect tampon Ledger. C'est-à-dire il y a des choses sur lesquelles on s'engage, et notamment dès que tu bascules sur Ledger Live, ça veut dire que l'équipe de Charles a fait une review de sécurité de l'app qui a été mis dans Ledger Live. Voilà, donc ça peut-être tu peux en parler. Ouais, pour compléter, donc on a vraiment une démarche de plateforme ouverte, à la fois sur NanoS et NanoX, mais aussi sur Ledger Live. Sur NanoS et NanoX, donc maintenant ça fait plusieurs années que ça existe. Je pense que nos SDK sont améliorés toujours et c'est en cours. Et malgré, disons, l'aspect un petit peu artisanal qu'on avait dans le passé, on a quand même beaucoup de contributions. La plupart des apps qu'on supporte sur nos nanos, elles ont été écrites par des tiers. Après, effectivement, une fois qu'elles sont écrites, elles sont reviewées par le donjon, donc notre équipe sécurité interne, qui essaie de trouver des vulnérabilités. Et ensuite, ils travaillent avec les équipes de dev externes pour les corriger. Une fois que tout est OK, du coup, elles sont signées par Ledger et on peut les loader sans warning du coup, sur le device. Donc ça, c'est vraiment l'aspect device qui est déjà très successful, je trouve, sur lequel on va continuer à investir d'un point de vue technique pour encourager les développeurs tiers à développer dessus. Et ensuite, tu as toute la partie Ledger Live sur laquelle on ouvre de plus en plus Ledger Live. Il y a le niveau d'apps, qui est un niveau sur lequel on a travaillé les mois passés. On a une sorte de browser de dApps à l'intérieur de Ledger Live qui va permettre aux dApps externes d'être intégrés assez facilement, avec peu d'efforts, dans l'environnement Ledger Live, avec une connexion avec le device et une expérience smooth et sécurisée. Et enfin, il y a tout le support des coins sur lequel aussi on va faire appel à la communauté de plus en plus pour avoir des contributions externes. Donc ça, c'est vrai pour les coins, pour les nouveaux coins, parler de Solana et autres, mais c'est aussi vrai pour Bitcoin. Moi, je rêverais d'avoir davantage de PR de la communauté sur notre support de Bitcoin. Une dernière question. Ouais. Yes, bonsoir. Je tiens d'abord à vous féliciter, vous remercier, mais vous féliciter aussi parce que ça fait des années que je vous suis et je suis fier d'avoir un acteur comme vous en France, et je pense que je ne suis pas le seul. Je tiens ensuite à vous présenter par avance mes excuses pour la question qui va suivre, parce que je sais qu'elle est fâcheuse et elle va vous fâcher. Mais je suis vraiment un grand fan de Ledger, et à tous les débutants qui pourraient écouter cette conférence, je vous recommande à 400% Ledger, ça fait des années que je le recommande à tout le monde. Bref, par rapport aux fuites de données, comment est-ce que vous avez, maintenant que l'eau a coulé sous les ponts, maintenant qu'il y a eu des mois qui se sont écoulés, etc., est-ce qu'on pourrait parler de la stratégie que vous avez mise en place pour résoudre ce problème ? À savoir, il y a quelque temps, j'ai lu un livre qui s'appelle Obfuscation, que je recommande à tout le monde, à savoir de comment gérer sa vie privée et assurer sa vie privée, la sécurité, tout ça. Est-ce que vous avez eu recours à des techniques d'obfuscation pour régler ce problème ou pas, ou qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ça ? Et encore, bravo et merci. Ouais, ben non, merci à toi. Mais je vois pas, t'es où ? Ah, salut. Alors, vu comme il était sympa au début, je me suis dit, putain, sa question va vraiment être horrible. Ça va être le coup de massue, tu sais, de la dernière question. Non, mais ta question est pas si horrible que ça, elle est même complètement légitime. Je vais faire la première partie de la réponse sur ce que Ledger a fait, et puis je laisserai la partie, vous avez compris, plus technique à Charles. Alors, au moment où ça s'est arrivé, l'année dernière, j'étais en train d'embaucher notre nouveau CISO, notre Chief Information Security Officer, justement pour s'occuper de ce genre de problème. Et il m'a présenté à ce moment-là une page Internet qui montre en gros les bulles des différents hacks de vol de données qui sont passés depuis, je ne sais plus quelle année, enfin ça remonte assez loin. Et voilà. Et je lui dis, c'est quoi ton objectif quand tu viens chez nous ? Il m'a dit, c'est de ne jamais être sur cette page. Je dis, bon, ok, ça me paraît être un bon objectif. Et quand tu regardais la page, ce que tu voyais, c'était que déjà, il y avait, plus les années avançaient, plus les bulles devenaient grosses, et puis plus ça devient n'importe quoi, en fait. Donc le vol de données, c'est pas un truc spécifique Ledger. Et puis la question, c'est pas if, la question, c'est when. Donc c'est pas est-ce que tu vas te faire hacker, c'est quand est-ce que tu vas te faire hacker.
Bon, manque de peau, le temps qu'il arrive, en fait, on s'était fait hacker et on a eu une petite bulle qui est apparue sur cette page. Donc, bon, son premier objectif, il ne l'atteindra jamais, puisque maintenant, on a une petite bulle sur cette page. Et donc, la question, c'est, une fois que ça s'est passé, qu'est-ce que tu fais? Et d'ailleurs, on en a parlé à Google, enfin, on a pris des conseils auprès de plein d'entreprises à l'époque, et bon, jusqu'à aller prendre conseil Google. Google, il leur était arrivé un truc assez similaire à un moment donné, où il s'était vraiment fait hacker sale. En gros, ça a changé complètement la culture de Google à ce moment-là. À partir de ce moment-là, ça a changé la culture interne. Et pour nous, c'est un peu ce que ça a fait, c'est-à-dire que, franchement, en sécurité, enfin, je le dis parce qu'il est à côté de moi, mais on a vraiment des brutes intersidérales. Le donjon que Charles a monté, enfin déjà Charles tout seul, et puis le donjon qu'il a monté, c'est fait partie des meilleurs labos d'attaque du monde. Peut-être c'est un des top meilleurs vraiment aujourd'hui, et je pèse mes mots. Et par contre, on s'était vraiment focalisé sur la sécurité et on ne s'était pas tant focalisé sur la cybersécurité. C'est-à-dire qu'on était tellement à vouloir sécuriser le device le plus possible pour ne pas perdre les clés privées, parce que ça, c'était quand même notre objectif majeur. On n'avait pas délaissé la cybersécurité, parce qu'on l'avait quand même en tête, mais c'était moins noble, on va dire, dans le combat contre le crime. Or, on s'est rendu compte que en fait, c'était un vrai problème pour toutes les raisons qu'on connaît, et puis l'histoire, tout le monde la connaît. Et donc, du coup, ce que j'avais dit à l'époque, c'est déjà on allait investir massivement en cybersécurité et devenir un expert de cybersécurité. Aujourd'hui, on a deux objectifs d'ailleurs, c'est être les meilleurs en sécurité et les meilleurs en cybersécurité. Meilleurs en cybersécurité, ça coûte beaucoup d'argent et c'est très compliqué. Parce qu'en plus de ça, les attaquants sont de plus en plus ingénieux. Et il faut savoir d'ailleurs, quand on a eu le hack, quoi qu'on fasse, on se faisait hacker. C'est-à-dire, nous, on avait fait une erreur, okay, on s'était fait hacker une première fois à cause de ça, et la même base de données s'était faite hacker, mais cette fois-ci, pas à cause de nous, à cause de Shopify, où là, c'est carrément un agent de Shopify qui travaillait chez Shopify aux Philippines, qui avait pris toute notre base de données chez Shopify et qui l'avait vendue sur le marché noir. Enfin, d'ailleurs, qui avait été soudoyé par quelqu'un pour le vendre sur le marché noir. Donc ça, bon, c'est... Et donc, du coup, on a fait plein de choses. Alors déjà, tout ce qu'on a fait, on l'a documenté. On a une culture de documentation et d'être très ouvert sur ce qu'on a fait. Donc je ne vais pas vous répéter tout ce qu'on a fait, parce qu'en plus, c'est en ligne. Matt Johnson, qui est notre nouveau CISO, a fait plein de vidéos assez longues, éducationnelles, etc. Mais je vais vous dire juste un truc qui me tient à cœur, moi, et puis ensuite, je laisserai Charles parler plus tech. Mais moi, ce qui me tient à cœur, c'est d'attraper les méchants, quoi. Et en fait, ce que j'ai dit à mes équipes à cette époque, c'était que c'est sûr qu'on n'est pas juste se laisser faire comme ça, et on n'allait pas regarder le train passer et laisser finalement nos utilisateurs se faire hacker, etc. Donc en fait, on a mis en place, et notamment dans les coûts de cybersécurité, on a mis en place toute une équipe. Et maintenant, on a une équipe d'enquêteurs en interne qui enquête sur les gens qui ont fait ça, qui enquête sur d'ailleurs tous les hacks ou tous les scams qui se passent autour de Ledger en permanence, hein, parce qu'il y a eu ça, mais des scams autour de Ledger, il y en a tous les jours. Et c'est normal, hein, plus on aura du succès, plus il y en aura. Donc là, maintenant, on a une équipe d'enquêteurs qui travaille sur le sujet. Et voilà. Et on a une pièce d'enquête chez Ledger maintenant, c'est un nouveau truc. Avant, on avait des pièces informatiques où on regardait des courbes. Maintenant, on a une pièce d'enquête avec des têtes, voilà, de gens qu'on trouve. Voilà. Et donc, on fait le travail dans l'ombre, mais par contre, on dépensera vraiment beaucoup d'argent sur ce sujet-là, pas dans le sens où dépenser de l'argent c'est intéressant, mais je veux dire, on mettra beaucoup de moyens pour se défendre, nous, Ledger, mais aussi pour défendre nos clients et aussi pour aider nos clients à récupérer les fonds, parce qu'on pense que Ledger, si un client partage ses 24 mots, on pense que voilà, on a dit à plein d'endroits qu'il ne fallait pas le faire, etc. Et on pense qu'il ne faut pas, d'ailleurs, ne partagez jamais aux 24 mots. Voilà, on le répète. Mais par contre, dans le cadre où vous l'avez fait, on est en train de créer pas mal de choses pour aider aussi nos clients à récupérer leur argent quand c'est possible. Et on est en train d'investir beaucoup en technologie pour faire en sorte que demain, même le fait de partager ces 24 mots ne soit pas plus un problème. On vient de parler de l'implémentation d'une feature qui permet de faire ça, mais il y a pas mal d'autres choses. J'arrête de parler, je laisse Charles finir. Moi, je n'ai pas énormément de choses technologiques à ajouter là-dessus. Moi, je crois vraiment, on se donne beaucoup de mal à développer des produits très sécurisés, etc. Au final, il y a un autre truc qui est très important, c'est l'éducation des utilisateurs. Tant qu'on ne comprend pas exactement ce qu'on fait, pourquoi, comment, on risque de faire des erreurs, on risque de rentrer dans des schémas de phishing.
Et donc, pour moi, l'UX et l'expérience, l'éducation, elle est aussi importante dans la démarche de sécurité que la sécurité du produit elle-même. Et c'est quelque chose qui est vraiment important, sur lequel on travaille aussi, et qui est vraiment importante. Donc, ça, c'est le premier truc que je voulais dire. Et sur le data breach en particulier, tu parlais d'obfuscation, etc. Moi, je crois vraiment au process, avoir des process très clairs et s'y tenir. Limiter le nombre de personnes qui ont accès à la donnée. Et surtout, en fait, on n'a pas besoin de cette donnée, on n'en a rien à faire, on ne veut pas savoir qui sont nos utilisateurs, etc. Donc, il y a toujours les délais légaux, on a besoin de garder les factures des gens à qui on a envoyé des devices. Mais je pense que garder le minimum possible de cette donnée, et tant qu'on n'en a pas besoin, si on a besoin de la stocker de manière cold, etc., ça, je pense que c'est les meilleures décisions qu'on a pu prendre pour éviter ce genre de problème. Ouais, il y a ça, et puis juste pour compléter deux choses, il y a nous, garder la donnée, bon, c'est une chose, mais le problème, c'est quand on a un stack e-commerce comme celui de Ledger, en fait, la donnée, elle n'est pas que chez nous, elle est partagée aussi avec tous les tiers avec lesquels on travaille. Donc, dans l'exemple avant, c'était Shopify, donc la question, c'est, enfin, tu vois, tu peux pas tout redévelopper de scratch, donc tu es obligé d'avoir des partenaires, et demander à Shopify d'effacer de la data, c'est pas si simple que ça, en fait, hein, parce qu'il y a eu pas mal de gens qui sont sortis du bois à ce moment-là pour dire, ah, c'est simple, il suffit d'effacer la data et de l'oublier. Ouais, ok, mais non seulement il y a des problèmes juridiques au niveau des taxes, enfin il y a plein de choses qui font que tu ne peux pas effacer la data comme ça, et en plus de ça, il faut demander à l'ensemble de tes partenaires avec lesquels tu partages de la data dans des buts d'e-commerce, marketing et autres, de l'effacer aussi régulièrement que toi. Et ça, c'est pas facile. Et d'ailleurs, ce hack a montré que, et d'ailleurs, ce qui était assez rigolo, c'est que Shopify n'a jamais été inquiété de ce truc. Ils ont leaké la data de Ledger et de 100 autres de leurs marchands. Leur cours de bourse n'a même pas fait blip, quoi. Tout le monde s'en fiche. Donc ça veut dire que aussi, nous, on est dans un monde, et ça montre bien ce qu'on essayait de dire tout à l'heure, le monde de la crypto, on est dans un monde où c'est le pot de miel pour les hackers, quoi. Et nous, on a des contraintes sécurité et cybersécurité qui vont largement au-delà en fait, du Web 2 et des contraintes moyennes qui pèsent sur les gens et ou les entreprises. Donc c'est pour ça que effectivement, il faudra être meilleur. C'est pour ça qu'il va falloir investir et trouver aussi des nouvelles méthodes. Tu vois, sur la conservation de la data, nous, chez Ledger, on fait des choses que personne ne fait. Enfin, tu vois, personne ne s'est même jamais posé la question. Bon, bah, nous, on a été obligés de se la poser. On se la pose. Et pour finir, j'arrête là-dessus, le côté éducationnel, je vous encourage vraiment à aller sur ledger.com. Déjà, on a refait le site, là, moi, je trouve qu'il est super. Et puis, en plus de ça, il y a plein de sections éducationnelles. Il y a plein de vidéos assez cool. School of Blocks qui sont hyper bien faites, où on parle de pas mal de choses et c'est fun, ça parle pas mal de sujets. Si vous êtes ultra pointu, bon, parfois c'est peut-être plus pour de l'éducation de base, mais quand même c'est bien fait. Et pareil, on a une Ledger Academy, enfin on a vraiment pas mal de contenus, donc soit pour vous et ou pour d'autres, partagez-les et partagez ces contenus parce que je pense que ça aidera tout le monde, quoi. Charles, Pascal, merci infiniment.